on va se poser la question, comment se lancer dans une cifre? Comment convaincre un employeur? Et on va le faire avec des acteurs. C'est Stéphanie Ovide, c'est Clara Carlier, Christophe Bortolazzo et Julien Pissionne. Voilà, si vous voulez venir ici, vous installer. Alors, il m'en manque un. Ah ben voilà, ben alors ça c'est Julien Pissionne. Bon, parfait. Installez-vous où vous voulez, les micros fonctionnent. Vous appuyez sur le petit bouton rouge et vous avez la parole. On commence avec Stéphanie Ovide. Qui est Stéphanie Ovide? Ah voilà, bonjour, comment allez-vous? Alors, appuyez bien sur le petit bouton. Vous êtes en 2e année de doctorat thèse CIFRE, d'une part à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, ENSAD Lab, c'est à l'université PSL, donc Paris Sciences et Lettres, et avec Balenciaga, la marque Balenciaga, en sciences, arts, création et recherche, donc ce qui veut dire sacre, hein, c'est un doctorat en sacre. Alors en quoi consiste votre recherche? Bonjour. Il faut maintenir appuyé. Non. Voilà. Ok. Bonjour. Oui, alors donc je suis restauratrice du patrimoine textile et ma thèse concerne la restauration de la mode au XXIe siècle avec une mise en lumière des collections de la maison Cristobal Balenciaga. Est-ce qu'on vous entend bien? Non. Oui, si. Alors, rapprochez un tout petit peu le micro. Alors, comme ça? Voilà, ça va être super. Donc, restauratrice, ça veut dire qu'en réalité, il y a des vêtements, surtout, si j'ai bien compris, les vêtements récents qui se détériorent. Et on a besoin de recherche sur ces vêtements récents qui, bien qu'étant récents, se détériorent déjà. Oui, parce que cette thèse, au départ, est une thèse par le projet, donc qui est basée sur une pratique artistique, scientifique, et là, en l'occurrence, sur ma pratique de restauration du patrimoine. Et c'est une problématique que j'ai rencontrée durant en fait des restaurations où je me suis rendu compte qu'on n'avait pas d'outils en tant que restaurateur pour intervenir sur ces problèmes de dégradation des matériaux contemporains. Alors vous me donniez un exemple, polyuréthane, quoi? PVC, polyvinyle. Alors un PVC plus polyuréthane, ça se marie Oui, pas en toujours fait, bien. ce sont des vieillissements qui peuvent parfois être très rapides et on a peu de recul sur ce phénomène de vieillissement. Et quand on veut conserver des collections haute couture dans un environnement patrimonial, ça peut poser des problèmes. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant avec vous, c'est que on se pose la question comment se lancer dans une cifre. Et vous, c'est pas venu tout de suite. En fait, vous avez eu toute une vie professionnelle. Notamment, vous avez vécu 10 ans aux États-Unis. Donc, vous avez une grande expérience professionnelle. Et c'est un peu sur le tard, si vous me passez l'expression. Parce que, excusez-moi, on a l'impression que vous avez 25 ans, mais vous n'avez pas 25 ans. Vous avez Non, quel âge? j'en ai 30. Vous avez quel âge? J'ai 44 ans. 44 ans, voilà. Et donc, sur le tard, vous avez envie de faire une thèse, quoi. Au début, c'était une thèse plutôt en sciences humaines et sociales, et finalement, là, c'est sur une thèse plutôt un peu chimie des matériaux. Oui, en fait, j'ai vraiment eu envie de faire avancer ma discipline. La restauration textile existe telle qu'on la connaît aujourd'hui depuis les années 60, 70. Donc c'était assez peu quand même. Et j'avais envie de faire avancer les choses. Alors c'est pas forcément évident quand on a son atelier, quand on est à son compte. Donc j'essayais de trouver une solution pour pouvoir être dans des bonnes conditions pour avancer sur la recherche. Alors, on avait une question tout à l'heure de monsieur qui se disait, mais attendez, moi j'ai une envie, mais comment est-ce que je réunis les acteurs, enfin les encadrants, comment ça se monte, comment ça se crée, comment ça se crée
dans votre cas? D'abord, il y a une envie d'un projet qui a du sens pour soi, parce que quand on se lance dans une thèse, c'est un parcours, c'est long quand même. Hein. On dit 3 ans, mais c'est beaucoup plus, en fait, entre le temps de la préparation et la suite. Il y a Julien Pissionne qui glousse. Oui. Voilà, c'est lui qui dit des choses quand vous dites ça. Okay. Donc d'abord, moi, je trouve que c'est une envie. Ouais. Ensuite, c'est des rencontres. Ça se tricote. Et je trouve que au départ, enfin, pardon, je dis pas je trouve, mais ce que je veux dire, c'était que j'avais cette envie. Il a fallu trouver l'université, la personne qui puisse m'accompagner dans ce parcours, mon directeur de thèse, ma co-directrice de thèse. Et ensuite, la CIFRE est arrivée beaucoup plus tard. C'est-à-dire que moi, au départ, je ne pensais pas forcément à la CIFRE, je pensais au dispositif SACRE, parce qu'il y a une bourse pour les étudiants en SACRE. Et finalement, la société Balenciaga a été intéressée pour m'accompagner dans cette recherche. Et c'est là qu'on s'est tournés tous ensemble, donc mon directeur de thèse, le groupe, la société Balenciaga qui appartient au groupe Kering et la NRT en fait. Voilà, ça s'est réuni comme ça. Ouais. Vous aviez envie de faire une CIFRE dans ce domaine de la restauration. Vous en avez discuté avec l'un de vos clients qui était Balenciaga. Et c'est comme ça que tout s'est créé. Alors que Balenciaga ne connaissait pas du tout le dispositif CIFRE. Pas du tout. Oui, il a fallu... même au début, ils disaient, mais non, mais nous, on ne va pas avoir droit au crédit impôt recherche. Oui. Et finalement, ils y avaient droit. Bon, voilà. Bref, tout le monde apprend en marchant, finalement. Oui, là, c'est un peu ce qui s'est passé, en fait. C'est un peu le processus à l'envers. Mais ce qui est bien, c'est qu'à la suite, il y aura encore des thèses CIFRE, et ça, je trouve chez ça Balenciaga. Positif. Oui. C'est ça. Donc, ils ont mis le doigt dedans, si je puis dire, et du coup, ils ont envie de continuer. Oui. Bon, formidable. Alors, Clara Carlier, vous êtes juste à côté. Donc, vous, doctorante CIFRE en mathématiques. Oui. Vous êtes actuellement en première... Si, oui, Pardon ? Je vérifie le micro. Ah oui, rapprochez-le bien. Rapprochez-le bien, voilà. Comme ça. Tenez, regardez. Comme ça, j'aurais même pas besoin de vous avancer. Et le micro va venir à vous. Voilà. Oui, non, c'est très bien. Et donc, vous êtes en première année au laboratoire qui s'appelle CREST à l'ENSAE. L'ENSAE se présente comme la grande école de la data science, de l'économie, de la finance et de l'actuariat. Voilà, bon, exactement. Voilà. Donc, voilà, laboratoire CREST à l'ENSAE. Et puis, avec Renault. Renault, qu'on ne présente pas là pour le coup. Donc, votre domaine, c'est la data science. Une chose intéressante, c'est que dans votre domaine, quand on a terminé en master... on trouve du travail facilement. Alors pourquoi vous êtes lancé dans une thèse CIFRE ? Alors oui, je suis dans un domaine un peu spécifique, on va dire, en ce sens où il est très à la mode, il est très demandé par beaucoup d'entreprises. Donc en fait, en général, quand on a fait des data science, que ce soit plus côté informatique ou mathématique, les entreprises nous recherchent en fait. Donc c'est un peu facile dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas tellement à constituer notre projet de thèse, on nous le propose en fait, et c'est presque les entreprises qui doivent nous convaincre de choisir cette entreprise plutôt qu'une autre. Donc c'est un peu particulier. Pourquoi j'ai choisi une thèse ? Parce que justement dans ce contexte-là, beaucoup de monde s'intéresse à ces domaines. Il y a beaucoup que ce soit des entreprises, que ce soit des profils, des candidats, on est très nombreux. Je voulais me distinguer, je voulais me spécialiser vraiment chez Renault, donc dans l'automobile, mais aussi dans un domaine des mathématiques un peu plus précis. Et donc vraiment cette envie de distinguer mon profil, de proposer un plus sur votre CV. Sur mon CV. Voilà. C'était un peu dans une vision CV, quoi. Hein, voilà. Et évidemment aussi, on a un peu parlé déjà dans les présentations précédentes, mais moi je trouve que la thèse, c'est vraiment quelque chose de super pour passer des études au domaine professionnel. Ça permet vraiment de faire une sorte surtout la thèse CIFRE, qui permet de travailler à la fois dans un labo qui se rapproche plus de ce qu'on fait en études, mais aussi dans une entreprise qui va être du coup beaucoup plus appliquée un sujet très précis et donc dans l'industrie, quoi. Voilà, donc le côté très appliqué, marié à la fois l'abstrait et le concret, si je puis dire. Quelqu'un disait qu'une thèse CIFRE, il y a toujours un moment où c'est compliqué, notamment en deuxième année. Vous avez vécu ça aussi
Alors, vous êtes qu'en première année, oui, vous n'êtes pas encore entré dans le dur. Hein. Je suis qu'en première année, il paraît que c'est la deuxième, donc ça me fait un peu peur, j'avoue. Mais en réalité, pour moi, la thèse, c'est vraiment, ça va, ça vient. Il y a des moments de flottement, il y a des moments où tout d'un coup, on va passer une super semaine, on va faire plein de choses, et la semaine d'après, on va dire, mais en fait, c'est horrible. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas bien, il faut que je refasse tout. Clara Carlier derrière vous. Pardon, excusez-moi. Stéphanie Ovid, pardon, oui, elle opine du chef. Surtout en deuxième année. Oui. Surtout en deuxième année, d'accord. Mais je pense, oui, toutes les personnes qui sont passées par là et qui sont actuellement dans une thèse vous diront que c'est pas évident, mais je pense que le résultat en vaut largement la peine et qu'il faut s'accrocher et qu'on en ressort avec grandi, avec des compétences vraiment précieuses pour la suite. On en ressort grandi. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, il faut rebondir. On a les tuteurs, ils sont là pour vous aider, pour vous guider un petit peu. Oui, c'est là où je trouve ça super important de bien s'encadrer, en fait, parce que... Donc, à chaque fois, quand je dis les tuteurs, c'est les deux co-encadrants, le laboratoire et l'entreprise. À chaque fois, il y a une personne qui est là avec vous. Donc, bien sûr, il y a ce côté-là du projet que quand vous devez construire votre projet, vous cherchez un peu les acteurs, que ce soit vous cherchez vos encadrants, votre entreprise, etc. Mais ne prenez pas le premier venu quelque part. Il faut aussi s'assurer que vous avez en face de vous un bon encadrant, que ce soit du côté académique ou du côté entreprise, parce que en fait, c'est ce qui va décider un peu si votre thèse va aboutir ou non, parce qu'à la fin, vous êtes 3 et il faut vraiment être 3 impliqués et voilà, il faut que ça se passe bien. Et il faut être 3 impliqués. Voilà. Alors souvent, le laboratoire, enfin l'encadrant côté labo et l'encadrant côté entreprise se connaissent, donc voilà, ils ont tissé des liens, ils savent qu'ils peuvent travailler ensemble. Vous, c'était pas le cas dans votre cas. Hein. Voilà, moi c'était pas le cas. L'équipe avec laquelle je travaille à Renault avait l'habitude de travailler avec un laboratoire. En particulier que moi je connaissais pas du tout, et en fait il y a eu le Covid entre temps, donc il y a eu des petites ça a été compliqué pour moi de lancer ma thèse, ça a pris presque 1 an avant qu'elle se lance réellement, et en fait pareil, je devais faire un stage chez Renault qui a été annulé à cause du Covid, donc en fait je me suis retrouvée un peu sans rien au dernier moment, et donc du coup c'est mon responsable de master qui m'a un peu sauvée et qui m'a pris en stage, et donc en fait naturellement moi je suis venue à proposer qu'on travaille avec son laboratoire et donc avec mon ancien responsable de master et qui du coup est maintenant mon tuteur de thèse, et du coup j'ai créé cette collaboration alors qu'à la base c'était pas vraiment ça qui allait se passer, quoi. Parce que le jour J, vous vous présentez à Renault, voilà, le premier jour, et vous dites, ah mais non, mais le stage est annulé, vous saviez pas à cause de la Covid, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. D'accord, formidable. En mail, parce que c'était en distanciel, du coup. Voilà. C'était à distance, d'accord. Et, oui, et là, vous dites, qu'est-ce que je vais faire? Et là, c'est votre directeur de thèse qui vous a Du coup, je me suis retrouvée à faire mon stage dans son laboratoire, et donc pas chez Renault, parce que Renault avait tout gelé. Et qui, du coup, on a quand même pu travailler sur le sujet. Et en fait, c'est le côté très pédagogue et humain, même si c'est à la base pas trop son sujet de prédilection, du coup, j'ai préféré faire cette collaboration-là avec lui, parce que je savais qu'il serait d'une assistance précieuse tout au long de ma thèse par la suite, quoi. Bon, les choses peuvent bien se passer aussi. Voilà. Si on y met du sien, quoi. Bon. Mais c'est beaucoup de relations humaines, hein. On voit bien, il faut fédérer, il faut qu'il y ait une envie commune. Bon. Il y a Christophe Bortolazzo qui est juste à votre côté. Vous dirigez la recherche chez Berger-Levrault. Et Berger-Levrault, c'est une entreprise, c'est un éditeur de logiciels qui fabrique des outils de gestion, comptable, des outils de gestion ressources humaines, des outils de gestion pour la maintenance. Vous travaillez beaucoup avec des collectivités territoriales d'ailleurs. Et Berger-Levrault, c'est 2000 personnes, 2500 à la fin de l'année. Waouh, normalement, d'accord, ok. 180 millions d'euros de chiffre d'affaires, voilà, c'est ça, une belle croissance. Donc, on a besoin vous faites des logiciels de gestion RH, il n'y a pas besoin de recherche, que c'est cette histoire? Pensez-vous, il y a besoin de la recherche. Évidemment qu'il y a besoin de la recherche. Il y a différentes situations sur lesquelles, effectivement, on a besoin de recherche dans notre cadre, hein, qui est plutôt logiciel. Je vais vous en donner quelques exemples. On a déjà, alors c'est particulièrement vrai dans le numérique, je pense que tout le monde le sait de près ou de loin, mais ça bouge tout le temps. Donc on a besoin de se tenir à la page, d'anticiper, d'être toujours à l'avant-garde des technologies. Donc là, il n'y a rien de mieux que la recherche pour le faire en permanence. Il y a aussi des terrains
d'expérimentation pour une entreprise comme la nôtre, pour lesquelles on tâtonne, on se demande si on va y aller ou pas. Et là, passer par un sujet de recherche, encore mieux, avec un doctorant, un étudiant, c'est formidable, pour aller essayer de nouvelles opportunités. Et puis le troisième, c'est quand même pour éclairer une entreprise comme la nôtre, lui faire comprendre, l'amener vers la science. Moi, j'ai l'habitude de dire que l'équipe de recherche que je dirige, quelque part un catalyseur de connaissances pour l'entreprise. Voilà. On ouvre l'entreprise, nos dirigeants, le management vers le monde, vers les préoccupations, qu'elles soient scientifiques, techniques, ou même humaines, parce qu'on a aussi des doctorants en sciences humaines et sociales. Donc, c'est une vraie ouverture, et je pense que c'est une chance pour les entreprises comme la nôtre d'avoir effectivement un pôle recherche et innovation et les doctorants en chiffres qui l'animent. Donc, on a compris que vous étiez vraiment dans le domaine du logiciel, et ce que vous faites, c'est ce que vous appelez du génie logiciel. Donc, il faut réaliser des automatisations, il va falloir migrer des outils, transformer des programmes dans un langage, dans un autre, etc. Donc, il y a besoin effectivement de beaucoup de recherche. Votre équipe de recherche existe depuis 10 ans, c'est 50 personnes, et votre entreprise, elle veut faire des développements, voilà, elle se développe, on voit ça, donc vous voulez aussi faire des développements dans le domaine de la e-santé, dans l'aide à la réinsertion, il y a besoin d'aide, il y a besoin d'intelligence artificielle. Vous aviez par exemple développé un système pour détecter les tombes, et, hein, voilà, avec des vues aériennes, il fallait les compter, c'est ça? Donc voilà, il faut un peu de machine learning là. Ouais, absolument. Nous, on a l'habitude de dire qu'il y a quand même de grandes catégories de sujets, de problématiques de recherche qu'on aborde. Vous avez retrouvé ce que je viens de dire juste avant. On a globalement toute la recherche qu'on va mener et animer pour améliorer notre outil industriel. Donc, d'une manière générale, c'est quand même des thèses en informatique. Oui, la plupart du temps, c'est des thèses en informatique. La plupart du temps. Alors, vous êtes convaincu. Vous m'avez dit, je suis convaincu par l'intérêt de ce... Qu'est-ce qui vous convainc à ce point-là dans le dispositif CIFRE? C'est quand même, je trouve, pour la recherche appliquée, c'est quand même la voie royale. Il y a réellement le triptyque recherche fondamentale qu'on va faire avec le labo, avec son directeur de thèse. C'est quand même une opportunité en termes de structure pour un étudiant de pouvoir faire sa thèse dans de bonnes conditions, rémunéré, encadré, et de travailler aussi sur un projet qui a une visée, un objectif industriel, donc une visée appliquée. Donc il faut reconnaître que dans certains sujets de recherche plus fondamentaux, ça peut être difficile de rentrer dedans, ça peut être difficile de trouver la motivation ou d'imaginer, certains y arrivent, et heureusement on en a besoin, mais dans le cas de la CIFRE, on a des objectifs industriels, on a une visée applicative un peu concrète, et donc la plupart du temps, ce qu'on voit nous, c'est que ça aide beaucoup les doctorants à matérialiser comment leur recherche va pouvoir donner quelque chose de concret demain, quelque chose d'appliqué, et de pouvoir aussi aller l'essayer sur le terrain, voilà, avec le contexte qui le permet. Donc, moi, je peux qu'encourager tout le monde à faire des thèses CIFRE, c'est la voie royale. Bon, c'est la voie royale, voilà. Donc, un deal simple, relativement simple, ça garantit la sécurité de l'emploi. Absolument. Vous la décrivez comme une alternance géante. Ouais, c'est un peu. Je ne sais pas si le parallèle est peut-être un peu fortuit, mais en tout cas, c'est l'équivalent de l'alternance, mais pour la recherche, pour le doctorat. Voilà. Vous avez un pied dans l'entreprise, vous êtes salarié, vous avez un pied dans le laboratoire et vous consacrez la majorité de votre temps voilà, à votre sujet, à faire vos études. Donc, c'est effectivement comme une alternance géante qui dure 3 ans généralement. Et on devient le seul expert d'un sujet de recherche pointu. C'est ça c'est vrai pour le doctorat en règle générale, voilà, que ce soit dans le cadre d'une convention CIFRE ou plus purement académique. Vous êtes l'expert, a priori reconnu sur un sujet, et vous êtes l'expert avec un grand E au sein de l'entreprise. Voilà. Donc, généralement, à l'issue de l'obtention du diplôme, vous êtes quand même reconnu comme la personne référente sur une thématique, et ça, c'est extrêmement valorisant. Et du point de vue de l'entreprise que vous êtes, effectivement, il y a ces 14 000 € par an. Et en plus, il y a cette défiscalisation qui est possible si vous êtes éligible au crédit impôt recherche. Et vous m'avez dit, voilà, nous, entreprise, on a un profil expert gratuit pendant 2 ans. Pourquoi 2 ans, d'ailleurs? Alors, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. Il y avait des questions, justement, à ce sujet. Il y a un mécanisme en France, donc il faut bien différencier les deux. C'est quand même deux mécanismes différents. Il y a le mécanisme CIFRE. Il y a le crédit d'impôt recherche, qui est plus général, dont les entreprises peuvent bénéficier. Il y a un mécanisme qui est très intéressant, c'est le premier CDI après l'obtention du doctorat.
Donc nous, ce qu'on fait la plupart du temps, sauf quand les étudiants ne veulent pas rester avec nous, mais c'est très peu arrivé, c'est qu'à l'issue de l'obtention du doctorat, on propose un CDI immédiatement aux étudiants et l'entreprise, effectivement, peut bénéficier de mécanismes de défiscalisation pendant 2 ans sur ce contrat. Donc on a, prenons juste le point de vue de l'industriel. Vous avez la possibilité, pendant 3 ans, d'avoir un étudiant qui va monter en compétences, qui va contribuer à des sujets de recherche qui intéressent l'entreprise, donc qui va permettre de développer des connaissances ou des technologies, et qui, à l'issue de l'obtention de son diplôme, a la possibilité, si l'entreprise lui propose évidemment, de rester pendant 2 ans à titre quasiment gratuit, en tout cas en termes de un dispositif coût. Qui s'appelle Dispositif Jeune Docteur. Jeune Docteur. Voilà, pour les entreprises qui bénéficient du crédit impôt recherche et qui va pouvoir continuer à travailler sur ces sujets de recherche à coût proche de 0. C'est un dispositif qui est unique en France, il est formidable. Unique en France, unique en Europe, unique. J'ai pas investigué, mais en tout cas, il est formidable. Vous me disiez, vous faisiez remarquer que tous les dirigeants chez Berger-Lefroy ont un doctorat. Bah oui, c'est quelque chose qui est quand même assez peu connu. Ça va mieux depuis quelques années, mais le doctorat était quand même assez peu valorisé en France avant. Ça va de mieux en mieux, et ça va de mieux en mieux aussi quand on regarde les dirigeants de nos grandes entreprises. Bah, la plupart d'entre eux, bah, ils ont un doctorat. Bah, devinez quoi, on l'avait évoqué dans les slides un petit peu avant, c'est quand même un diplôme qui va vous amener à apprendre, à comprendre le monde au-delà de votre discipline, à devenir réellement un vrai scientifique, quelqu'un qui a un regard critique sur les choses, sur la science, sur le monde, et ça, c'est absolument exceptionnel. C'est aussi pour ça que c'est difficile, et qu'il y en a qui ont du mal en cours de chemin, ça c'est vrai, mais c'est une formidable expérience. Moi, je peux qu'inciter tout le monde à faire un doctorat. Voilà, vous en ressortirez que grandi. Et de plus en plus, on voit que ceux qui ont un doctorat écrivent docteur, même s'ils ne sont pas médecins, d'abord. Et puis ils écrivent aussi PhD dans leur signature, mail ou ce genre de choses. Ce qui ne se faisait pas forcément il y a quelques décennies. C'est culturel, ça. Il y a d'autres pays dans lesquels ça se fait systématiquement. Dans les pays anglo-saxons, c'est systématique. Les docteurs hors médecine en Allemagne se font appeler docteurs. Bon, voilà, ça c'est une question culturelle. Mais je pense qu'il faut effectivement le valoriser. Il ne faut pas avoir peur de le mettre en avant parce que ça vous différencie réellement des compétences et de l'approche d'un ingénieur ou d'un master. Donc n'ayons pas honte de le mettre en avant. Je pense que c'est important. Julien Pissionne est à votre côté. Julien Pissionne, vous travaillez à la Fédération française de rugby. Tout à fait. Félicitations. Merci. D'abord pour l'équipe de France qui avance bien. Votre pronostic pour France-Angleterre, c'est samedi à 21h. Oui, c'est ça, samedi à 21h. On va bien sûr, au Stade de gagner. France. Oui, on va bien sûr gagner. Hein. Donc, tous les doctorants sont en ordre de marche pour faire en sorte que ça marche. Ça marche. Oui, parce qu'il paraît, vous m'avez dit que c'est grâce aux doctorants si l'équipe de France performe aussi non, bien. je ne dirais pas ça, mais en tout cas, on a justement, alors, ils ne viennent pas de l'ENSAE, mais ils viennent de l'ENSAI. On a un doctorant en data science qui est arrivé sur la pointe des pieds et qui se retrouve être à côté du staff au quotidien pour répondre à des questions d'analyse de stratégie des adversaires, etc. Et donc, on a vraiment une implantation. Alors, je suis en... il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Christophe. Je pense que je vais répéter. Alors, vous voulez poser quoi comme question à part de savoir si on va gagner ou pas contre les Anglais? C'est la seule question. Bon. Grand chelem ou pas, c'est tout. Hein. Vous voulez peut-être que je témoigne un petit peu de l'intérêt. Non, mais ce que vous avez dit, il est arrivé, le data scientist, on a compris, il est arrivé sur la pointe des pieds. Qu'est-ce que ça veut dire sur la pointe des pieds? Parce que du coup, alors, je vais faire un retour d'expérience de ma propre expérience d'utilisation des chiffres depuis maintenant une dizaine d'années. Qu'on se connaît avec Pascal, parce que c'était, je pense, une des premières fédérations à demander ce type de dispositif. J'ai envie de dire que ce dispositif nous a permis, en interne, à mettre en place une vraie activité de recherche et développement à la fédération. C'est vraiment ce dispositif qui nous a permis de nous lancer. Et donc, du coup, alors, de manière beaucoup plus humble, on reste une fédération, même si c'est une très belle fédération, la Fédération française de rugby, une des plus riches, on peut dire, en France, mais on est une PME. Donc en gros, une activité de recherche dans une fédération, c'était assez atypique. Il faut savoir que c'est un métier d'artisan.
Les entraîneurs restent des artisans, alors des artisans de haute volée, de haute couture, on peut dire, pour ça. Mais ça reste des artisans, donc commencer à réfléchir à la recherche et développement, c'était pas forcément évident. Et donc l'appui sur des chiffres a été vraiment pour nous une vraie plus-value. On en a monté depuis une bonne dizaine, une bonne douzaine. On en a régulièrement 2 ou 3 en permanence. Et donc ça a été vraiment un intérêt. Pour une chose importante, c'était que le sport, comme beaucoup d'autres activités, on voit apparaître des métiers nouveaux, émergents. Et donc du coup, ça nous permettait d'identifier justement, regarde ces métiers émergents de pointe qui allaient manipuler des outils technologiques, qui allaient manipuler des concepts scientifiques. Eh bien, grâce aux chiffres, on a pu justement rentrer sur des sujets assez pointus en mettant des activités de recherche et développement. Mais ça partait toujours d'un besoin d'activité émergente, vraiment. Et ça, j'insiste beaucoup parce que je vais peut-être vous décevoir en disant ça, mais on a rarement recruté un étudiant doctorant qui venait avec une bonne idée. Les bonnes idées, elles émergent du terrain, donc s'il est un peu loin du terrain, je veux bien, ça peut être le cas. Mais par contre, ce qu'on a souvent fait, c'est que les meilleurs stagiaires qu'on a pu avoir de licence, de master, on les a toujours gardés. On les a gardés par l'intermédiaire de tests chiffres. Et j'ai envie de vous dire, la douzaine de chiffres qu'on a, on avait toujours en tête, par rapport à ces métiers émergents, de les conserver. Donc en fait, on les a tous conservés à travers, en plus des dispositifs qui sont fantastiques, qui sont des dispositifs jeunes docteurs. Donc quand on commence à montrer que la CIFRE auprès de notre directeur général ou RH, qu'il y a des subventions, qu'on a le CIR, et puis qu'en plus, quand on les recrute pendant 2 ans, on les a quasiment gratuitement. Et donc du coup, il y avait vraiment... Alors c'est vrai qu'on a un modèle français qui est assez valorisant pour ça, jalousé par quelquefois des interlocuteurs étrangers quand ils voient un peu nos dispositifs. Et donc c'est grâce à cela qu'on a pu monter tout un tas de projets. Alors au départ, ça concernait les domaines des sciences du sport. Alors on va y venir justement à ces données, mais juste avant, pour qu'on se rende compte, la Fédération française de rugby, c'est 250 salariés. Oui, pas très. Et vous gérez 15 équipes de France. Donc il y a des équipes, il y a les féminines, il y a les jeunes, il y a le rugby à 15, il y a le rugby à 7, donc en tout ça fait 15 équipes. Voilà, donc voilà, c'est ce qui explique cela. Et donc des exemples, l'analyse sportive avec des capteurs, le traitement de l'information, la nutrition. Oui, tout à fait. Aussi vous avez une nouvelle cible sur la spécificité féminine. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors on se pose des questions de terrain. Alors, je suis en charge d'un département qu'on appelle scientifique et d'accompagnement à la performance. C'est-à-dire qu'on accompagne toutes les équipes de France, principalement, ou tous ceux qui sont en charge de l'optimisation de la performance. Et comme dans n'importe quelle entreprise qui est concurrencée, hein, on va avoir un gros concurrent anglais ce week-end, et bien on essaye de proposer des solutions innovantes, optimisées par rapport à la connaissance scientifique. Et j'ai envie de dire, les doctorants scientifiques, ce qui va nous intéresser après, c'est le F de CIFRE, c'est la formation par la recherche. Et c'est ça qui nous intéresse, parce que cette formation, forcément, il va, à travers son programme de thèse, il va avoir des compétences, une expertise très fine sur son domaine, mais c'est surtout toutes les compétences autour. Un docteur est quelqu'un qui est très adaptable. Très adaptable. Il va devenir l'expert sur son sujet, et vous dites ce qui est important, c'est tout ce qui est autour. C'est quoi autour, ne serait-ce qu'un docteur, il est expert dans la veille scientifique, la veille technologique. Il va être capable de juger ce qui va être pertinent ou pas. Et le parcours... La veille technologique, pour vous, j'imagine que c'est important parce qu'il peut y avoir aussi des appareillages, des dispositifs qui sont un peu gadgets. Oui, tout à fait, extrêmement important. Il y a eu, depuis une dizaine d'années, par exemple, l'utilisation de GPS. Ceux qui regardent un peu les matchs, ils sont quelquefois surpris de voir une petite bosse dans le dos. C'est des capteurs là, GPS. Dans le dos, là, ils ont une petite bosse, ouais. Et des capteurs GPS qui nous permettent d'avoir des millions de données sur un match, qui nous permettent de traiter l'information. Chaque joueur est suivi individuellement. Et on sait comment il a performé, etc. Oui. Et donc ça pose, du coup, ça pose bien sûr plein de questions, d'analyse, de comment optimiser, personnaliser, etc. Et donc ça, c'est des vrais sujets de recherche et développement. Voilà. Et votre thésard, il doit bien savoir communiquer, parce que à la fin, on veut de la performance sportive, on veut un expert, mais on veut un expert qui puisse avoir l'envie de la performance sur le terrain. Et puis donc, il faut savoir communiquer avec des gens qui ne sont pas des experts, là, pour le coup. Tout à fait. Et je pense que là, le thème, c'était comment convaincre un employeur. Enfin, en tout cas, nous, déjà, la première chose à avoir les compétences techniques et scientifiques, c'est l'éthique professionnelle.
l'éthique professionnelle, c'est-à-dire rester à sa place, rester dans son domaine de compétences et pas déborder, ce qui peut des fois, à travers l'attrait du sport de haut niveau, etc., vouloir aller au-delà de ses compétences. Donnez-moi un exemple. L'exemple, c'est de juger la performance de joueurs alors que c'est pas son rôle, ou de dire à l'entraîneur qui doit mettre sur le terrain. Voilà, ça va pas être. Bon, en général, on évite. Sauf si on leur demande à travers des indicateurs. Voilà, ils participeront à la performance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les valeurs humaines et sociales. C'est-à-dire qu'en gros, les habiletés humaines et sociales, c'est-à-dire qu'en fait, il nous faut quelqu'un qui est capable de s'intégrer dans un groupe, et donc ça, c'est essentiel. Donc une fois qu'on a identifié chez ces personnes-là ces compétences, on va s'intéresser à leur capacité à faire une thèse. Et c'est pour ça que pour nous, le choix passe par souvent, je reçois toutes les semaines des demandes pour faire une thèse CIFRE. Peu importe le sujet, peu importe, ils veulent faire une thèse CIFRE, quoi. Ils veulent surtout aussi vouloir venir à la Fédération française rugby. Mais en fait, c'est très difficile de répondre à ces demandes, parce que on a des personnes déjà dès le master qu'on a déjà identifiées, qu'on va accompagner. Donc on a des stagiaires en master, etc. Et on va identifier les personnes qui vont être intéressantes, sur qui on va miser, investir. Et donc c'est là où on va voir s'ils ont ces compétences associées. Voilà. Après, le seul conseil que je peux dire aussi, c'est que franchement, et je vais rejoindre mon collègue, si vous êtes passionné par l'innovation, la recherche et surtout le développement, avec vraiment cette sensation qu'il va y avoir des applications directes, la CIFRE, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Et on a un très beau dispositif, en tout cas, et sur lequel on s'appuie. Juste pour la petite histoire, donc une association peut le faire. Voilà. Et puis, le crédit d'impôt recherche, c'est aussi quelque chose un dispositif complémentaire, ce qui nous a permis de créer un poste pourtant pour pouvoir justement gérer ce crédit d'impôt recherche, etc. Voilà. Alors, on va venir à vos questions. On a quelques personnes qui ont demandé la parole. Monsieur, vous la posez, votre question que vous vouliez poser tout à l'heure ? Allez-y. Un peu en retard par rapport à ce commentaire. Alors, parlez bien dans le micro. J'aurais voulu simplement savoir si les professions juridiques sont éligibles aux CIFRE. Valérie Sibylle, ça marche. Ça marche ? Oui, si elles répondent en fait aux conditions d'éligibilité, oui, il n'y a aucun souci. Alors je ne sais pas, les professions juridiques c'est assez large, donc alors, un petit exemple. Voilà, un exemple. C'est pas pour moi, mais on est sollicité par un avocat. Oui, les cabinets d'avocats sont éligibles. Oui. Ah bah ça règle le problème. Ça résout le problème, voilà. J'aime bien les réponses, les questions courtes et les réponses courtes. Et monsieur en haut à droite qui voulait poser une question. Oui. En fait, la question. Parlez bien dans le micro. La question est pour la dame. En fait, il y a une des conditions. Vous avez évoqué une des conditions de recevabilité en fait des dossiers CIFRE en fait sur le temps de présence dans l'entreprise avec laquelle on fait. Je crois que c'est 9 mois. Et en fait, voilà, ça m'a fait un peu tilt parce que en fait, ça rejoint en fait ma situation. Et en fait, premièrement, c'était pour être sûr que j'ai bien compris. Et deuxièmement, savoir si, en fait, il ne pourrait pas y avoir une dérogation par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des possibilités, éventuellement, de déroger à cette conditionnalité ? Il ne faut pas être dans l'entreprise depuis plus de 9 mois. C'est pas la présence dans l'entreprise. La présence dans l'entreprise, c'est autre chose. Mais il ne faut pas être salarié, en fait, de l'entreprise porteuse de la CIFRE depuis plus de 9 mois. Et en fait, c'est une condition qui est dans le document officiel. Et donc, on ne peut pas déroger à ces règles-là. Pas de dérogation. D'accord. Et un peu plus généralement, et je termine là-dessus, en fait, on a eu droit à parlez bien dans le micro, sinon on ne vous entend pas. On a eu droit à de très belles présentations avec des documents qui synthétisent bien les questions. Est-ce que à la fin ces documents seront disponibles quelque part sur... On les mettra sur le site internet. Voilà. Si Leïla le veut bien. Merci. Ouais. Alors, il y avait monsieur qui voulait poser une question aussi là. Bonjour, donc moi je suis docteur en CIFRE dans une intercommunalité et je voulais juste apporter 2 précisions. Généralement, notamment pour des intercommunalités qui accueillent pour la première fois des docteurs en CIFRE, ils découvrent cette chose et ce qui a permis en fait de générer du dialogue, c'est la question du livrable. Qu'est-ce qui concrètement, au bout des 3 ans, va en sortir ? Parce que derrière, moi je suis rentré par la porte des élus, mais il y a tous les services techniques et administratifs qui se retrouvent chamboulés dans
dans leur pratique et qu'il faut convaincre aussi derrière. Donc la question du livrable. C'est-à-dire que les élus étaient contents, vous disent il faut que vous veniez C'est bosser, ça. mais ensuite il faut bosser avec des services qui eux vous disent qu'est-ce que tu viens Ouais. faire là, quoi. Donc oui, la question du livrable. Et sur la question recherche fondamentale, recherche appliquée, on se rend compte qu'il y a des écoles de pensée aussi très différentes au sein de l'université, que la thèse CIFRE peut aussi être associée directement à des partis pris, à des stéréotypes aussi sur la question de la recherche. Ça peut heurter, c'est ça, C'est dans ça. le monde académique, l'idée de faire une thèse CIFRE, d'aller vendre son âme. Oui, puis pas que... forcément, parce que quand vous travaillez en collectivité, c'est même pas le grand. Ah, ça peut être quand même présent, mais c'est pas grave. Après, il faut le savoir, en fait, tout simplement. Et puis, il faut bien se construire son état de l'art, etc. Et juste sur la visibilité financière, moi, j'avais déjà tenté, en fait, le dispositif CIFRE avec une TPE qui venait de se créer. Une petite entreprise. Voilà, merci. Et sauf qu'en fait, concrètement, elle n'avait qu'une visibilité financière sur 2 mois. Donc, lui demander de se projeter sur 3 ans. Enfin, je parle de mon expérience, je ne veux pas en faire une généralité, mais je conseille aussi à ceux qui postulent et bon courage parce que c'est long, c'est exigeant. Je suis d'accord avec Clara, c'est quasiment, ça compte pour une année de thèse, ça demande de l'endurance, du choix. Choisissez bien des structures qui ont une santé financière, et le Covid est passé par là, qui permettent bien d'accompagner sur 3 ans. Mais c'est un formidable parcours. On va y revenir tout à l'heure avec Guilhem Frescaline, mais effectivement, l'entreprise va être scannée, si je puis dire, va être expertisée pour savoir si effectivement elle a les reins assez solides pour garantir le fait que vous puissiez avoir 3 ans de thèse. Alors il y a une question à votre gauche. Oui, bonjour. J'ai un commentaire et une question. Un commentaire, j'ai rejoint tous les intervenants que la France est unique à avoir CIFRE. Moi, quand j'ai décidé de faire un doctorat, j'ai regardé dans d'autres pays, Royaume-Uni, la Suède, etc. Et je ne trouvais pas en fait, un doctorat qui me permettrait de faire quelque chose d'appliqué, tout en devenant une experte dans le domaine qui m'intéresse. Et quand un proche m'a parlé de CIFRE, j'ai crié « Eureka ». Donc voilà, c'est génial. Et j'ai une question, du coup, par rapport à la co-tutelle. Est-ce qu'on peut avoir 2 institutions co-tutelle qui font la co-tutelle, enfin 2 universités? Je sais qu'on peut avoir un labo international qui est en co-tutelle, mais est-ce qu'on peut en avoir 3? 2 laboratoires français. Donc, en fait, 2 labos français, parce que ça, très probablement 2 laboratoires français. En fait, j'ai une chercheuse, enseignante chercheuse, qui vient de passer son HDR. Donc, elle souhaite de le faire en co-tutelle avec un labo français. Mais j'ai aussi encadrement. Voilà, oui. Et en fait, j'ai aussi une université anglaise que je voudrais demander en co-encadrement parce qu'ils ont une expertise très intéressante. Oui, c'est possible. D'accord, voilà, super. Donc la réponse est oui. Hein. Oui. Bon, très bien. C'est aussi simple que ça. Super. Voilà. Vous vouliez dire un mot, Monsieur Pollack? On ne peut pas faire de co-tutelle entre 2 labos français. Ça ne peut être une co-direction. Non, c'est un co-encadrement, oui. C'est un co-encadrement. Oui. En France, les co-tutelles sont impossibles. C'est le mythe de l'université française unique créée par Napoléon. Une petite touche d'histoire. Est-ce que je peux intervenir par rapport à ce que vous avez dit sur, entre guillemets, la petite polémique sur les CIFRE? Moi, je dirais simplement aussi que si ça peut vous aider, si vous êtes face à ce genre d'argument en disant que les CIFRE, c'est pas vraiment une thèse, c'est le même diplôme à la fin. Et je dirais même c'est doublement exigeant parce que vous avez une exigence scientifique qui est la même et vous avez une exigence aussi au niveau de la structure qui va vous accueillir. Voilà. Je voulais juste rappeler ça. Alors, en haut à gauche. Oui, du coup, j'avais une question, moi, sur la possibilité de greffer une mission d'enseignement éventuellement à la thèse CIFRE et savoir s'il y avait des cas où on pouvait donc conjuguer à la fois la thèse CIFRE et des missions d'enseignement pour, par exemple, valider l'agrégation du secondaire. Est-ce que c'est possible? Je réponds, Guilhem, oui. Alors tu vas? Oui, c'est possible. Alors ensuite, vous pouvez avoir des
des heures d'enseignement, ça c'est possible. Après, il faut avoir l'accord de votre employeur, puisque vous êtes salarié, et donc en parler à ce moment-là. Et puis l'accord de votre directeur de thèse, et puis de l'école doctorale, évidemment. Voilà. Si je peux ajouter quelque chose à ce sujet-là, nous, on a une position qui choque beaucoup d'industriels, mais nous incitons systématiquement les doctorants à enseigner à l'université. Pourquoi ? Parce que l'enseignement, ça fait aussi partie de la formation doctorale, je pense. Et apprendre à communiquer la science, à l'expliquer, à la vulgariser, ça fait partie de l'exercice. Donc moi, je peux qu'inciter tous les doctorants, même en CIFRE, et sachez qu'il y a des entreprises qui l'autorisent, enfin nous, c'est le cas en tout cas, à le faire. Bonjour, du coup j'ai une question, excusez-moi. Du coup j'ai actuellement une entreprise, un directeur de thèse et un laboratoire, mais qui sont sur différents territoires dans la France. Est-ce que c'est un critère d'éligibilité? N'oublie pas de mettre la slide reprise à 11h. Oui. Une réponse de Guilhem Frescaline de la NRT. Merci. Alors c'est tout à fait possible de monter un projet de thèse CIFRE avec une entreprise et un laboratoire qui soient distants, à condition qu'ils soient implantés sur le territoire français ou même en Outre-mer. Simplement, ensuite, il y a des considérations très pratico-pratiques et qu'il va falloir anticiper, et notamment la question de la prise en charge des déplacements, des missions sur le terrain. Donc tout ça, c'est à évoquer dès le montage du projet, et je pense que les partenaires sont tout de suite conscients de cette distance. Donc c'est une question à aborder et à traiter avant même de déposer le dossier. Alors, je vous propose de nous arrêter là, de faire une petite pause. Avant cela, je voudrais qu'on remercie infiniment Monsieur Pissionne, Monsieur Mortolazzo, Madame Carlier, Madame Ovide. C'était un moment, je pense, très concret, là. Hein. On a vraiment vu dans le concret. On va avoir aussi des moments extrêmement concrets tout à l'heure avec une entreprise, un laboratoire et le doctorant qui seront présents, qui raconteront comment ça s'est passé entre trois. On prend un quart d'heure. Je vous demande de revenir à 10, s'il vous plaît. À 11h10, s'il vous plaît. Soyez à l'heure. Merci, à tout à l'heure.